On va passer à la deuxième partie de cette entrevue, Arnaud. Et après tout ce que tu as dit, il me semble qu'il y a certaines questions qui me semblent fondamentales. La première, qui va beaucoup intéresser les auditeurs, et probablement que tu as l'expérience clinique et il y a des études sur la question, quel serait alors finalement le dessin projectif de l'évitant? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as décrit tout ce que tu as décrit, est-ce que le dessin projectif de l'évitant ne serait pas le confort psychologique lui-même en tant que tel et comme fin en soi? Ce qui se résumerait finalement à des formes de relations qu'on pourra peut-être aborder juste après la réponse que tu vas me donner maintenant. Alors on peut dire effectivement que après avoir parlé du dessin projectif finalement qui n'était pas réellement le projet initial de l'évitant, et après qu'il se soit écarté de ce dessin projectif et qu'il ait de cette manière-là activé le partenaire, on peut dire que si on revient à quelque chose de beaucoup plus réfléchi, pensé du côté de l'évitant, c'est qu'au fond, il se rend compte que ce dessin projectif de départ, bien qu'il eût été enthousiaste, qu'il est un peu plus froid. Et s'il est plus froid, c'est parce qu'en fait, il ne se sent pas très bien à l'intérieur. On avait parlé de l'indépendance, se sentir enfermé, tout ça. Et puis aussi, il y a effectivement cette dimension de confort psychologique qui est quand même quelque chose de très important pour l'évitant et déjà dans sa structure de base. Il faut quand même rappeler que dans les liens d'attachement au départ, on se retrouve avec une personnalité qui veut surtout pas se retrouver en interaction négative. Donc pas d'aversion, pas d'émotion aversive. Donc je garde un équilibre qui me mettra dans une situation où je suis pas du tout en inconfort et plutôt en confort psychologique. C'est une recherche aussi, pour pas être contrarié, pour pas devoir faire potentiellement de l'introspection, tout ce qui pourrait me mettre mal à l'aise. Donc effectivement, la base du dessin projectif de l'évitant, le terreau, c'est potentiellement le confort psychologique. Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve. Petite parenthèse, parce que bon, on pourrait finalement te rétorquer que tout profil cherche un confort psychologique. Tout à fait. Voilà. Mais à la différence peut-être des autres profils, c'est que le confort psychologique est quelque part enchevêtré, intégré dans une relation, dans un projet. Et je vais rebondir sur quelque chose que tu as développé dans tes précédentes vidéos et qui me semble extrêmement importante, c'est l'idée de la poupée. Oui. Alors, l'idée de cette poupée que l'évitant irait chercher quand elle le veut, qui doit être présent, qui doit être là et qui doit être disponible quand il le désire ou elle le désire. Donc l'idée de confort psychologique, ce serait finalement l'image de cette poupée qu'on pourrait finalement aller déballer quand on le souhaite. Mais ce confort psychologique-là, comment se traduirait-il concrètement dans une véritable interaction humaine? C'est-à-dire, dans quelle mesure cette espèce d'asymétrie relationnelle, cette espèce d'unilatéralité finalement, parce que si toi tu es une poupée, tu es quelque part objetisé, dans quelle mesure ce serait fonctionnel, Arnaud? C'est-à-dire que ici on va un peu mettre les pieds dans le plat, à quoi ressemblerait cela? Oui, l'histoire de ta poupée et l'histoire du confort psychologique combiné, à quoi ça ressemblerait? Ok, le confort psychologique, il faut alors maintenant rajouter, ou plutôt dire que le confort psychologique, c'est un construit. Et puis, on rajoute toute une série de variables pour remplir ce construit. Une de ces variables serait l'indépendance, la peur d'être enfermé, la liberté de pouvoir prendre de la distance quand on le sent, quand on la sent nécessaire, etc., etc. Donc ce confort psychologique, c'est pas une vue de l'esprit. Je veux dire, on est bien face à un construit et il y a toute une série de paramètres qu'on peut mettre en place pour définir ce construit. Alors,
Tu me parles de la poupée. La poupée, effectivement, c'est un exemple qui est intéressant pour pouvoir parler de ça. C'est que la poupée, elle est immobile, elle est en quelque sorte emballée, euh, et, euh, et on peut surtout aller la visiter quand on le souhaite. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a cette distance suffisante, et surtout, l'acteur principal dans ce genre de relation, eh ben, c'est l'évitant. Puisque, à souhait, il peut venir quand il le souhaite, hein, aller se rapprocher du prétendant, hein, de l'amoureux, et il peut aussi prendre distance comme il veut. Alors effectivement, en général, l'anxieux ou le partenaire anxieux peut se sentir objetisé, puisqu'il se dit au fond, si moi je fais des pas, ça ne se passe pas comme j'aimerais, alors que j'ai l'impression d'être tout le temps en attente, ce qui revient souvent aussi dans beaucoup de témoignages, hein, j'ai l'impression d'être mise en attente, d'être mise en arrêt. Et donc ça donne une relation qui est très compliquée. Asymétrique, tu veux dire, plutôt ici. Oui, Oui. compliquée, donc de fait asymétrique. Et donc, un partenaire, alors soit il a la capacité à pouvoir ne pas être... Et c'est très compliqué, parce que quand il est activé, justement, il est tout le temps là à essayer de se rapprocher, alors que ça n'aura pour effet que d'écarter encore davantage l'évitant. Donc, comment trouver la juste mesure, et ici la juste distance, avec quelqu'un qui a un profil évitant qui est activé. Je dis bien activé. C'est important, parce que l'évitant, quand il n'est pas activé, il n'y a pas de problème. C'est quand il est activé. Donc ça donne une relation qui peut effectivement sembler asymétrique, et il faut pouvoir... il faut que le prétendant, le partenaire, puisse comprendre la situation dans laquelle se trouve l'évitant. Ce qui est extrêmement compliqué. Bien sûr. Mais parce qu'en fait, c'est des choses que la majorité des gens ne savent pas, et c'est normal, hein, je veux dire, on n'est pas censé savoir ça. Et donc, pour la majorité des cas, il n'y a pas de conscience de cette problématique qui est vécue comme en termes de mécanisme de défense chez l'évitant. Donc, on est toujours un partenaire non approprié pour l'évitant. Alors, quand on sait tout ça, alors déjà, quand on sait, ça n'arrange pas les choses. Hein, c'est pas, on sait, d'un seul coup... C'est pas parce que tu sais que ça va régler quoi que ce soit. Ah non, bien sûr. Et ça sert à rien, par exemple, même si tu connais les théories de l'attachement, de dire à un évitant qu'il est évitant. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est pas ça qui va pouvoir faire, qui va lever quelque part ces mécanismes de défense. Alors là, certainement pas, puisque si il s'agissait de dire aux gens, de leur dire fumez, tue pour qu'ils arrêtent de fumer, ça se saurait. C'est pas du tout le cas. Par contre, pouvoir pouvoir en discuter avec l'évitant de manière apaisée, avec beaucoup d'amour, ça permet déjà à l'évitant de se retrouver dans une position où il pourra beaucoup plus s'ouvrir. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'évitant se retrouve dans une situation quand même qui est compliquée, qui est déjà compliquée par rapport à lui-même. Et puis en même temps, comment est-ce qu'il va expliquer ça à l'autre? Comment est-ce qu'il va mettre des mots dessus? Comment est-ce que ça va être reçu par l'autre? Potentiellement, s'il était amené à devoir en parler, est-ce que l'autre ne me rejettera pas finalement? Est-ce que l'autre ne m'abandonnera pas? Donc on est encore plus que dans le rejet là. Hein. Tout ça, effectivement, sont des peurs, alors évidemment pas conscientes, comme j'essaye ici de les détailler, ça ne se passe pas comme ça du tout dans la tête d'un évitant, mais toujours est-il qu'il ressent ses peurs, son corps ressent ses peurs. Et donc, il aura beaucoup de difficultés à mettre des mots dessus et à exprimer ce qu'il ressent vraiment, avec toute cette appréhension par rapport à potentiellement recevoir le rejet de la part du partenaire, ou alors, pire, être tout simplement abandonné. C'est ça. Mais est-ce que finalement, ici, ce confort psychologique ne serait pas mis à mal, à partir du moment où le partenaire, justement, refuse le rôle de la poupée? C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne veux plus être une poupée,
et que tu ne veux plus être celui qui va être passif et qui va finalement accepter ce qu'on lui impose, au nom peut-être de ce dessin projectif ou au nom de ton projet, que tu commences à dire non, c'est pas ça une relation, donc il faut une certaine réciprocité. Je parle évidemment sous ton contrôle de psychologue. La réciprocité est quelque part, dans une certaine mesure, ce qui distingue la relation saine de la relation toxique. Hein. C'est-à-dire que quand on est dans une relation où il n'y a qu'une seule personne qui court, qui fait tout, et une autre personne qui ne fait rien, on est quelque part dans une certaine forme de toxicité. Mhm. La relation saine est déjà une relation où il faut, au minimum et au préalable, une certaine réciprocité. À partir du moment où tu refuses, ou une personne refuse le rôle de poupée et exige une réciprocité, qu'est-ce qui se passe souvent avec l'évitant s'il n'a pas fait un travail sur lui-même? Alors, pour le problème de la réciprocité, c'est un problème qui est aussi, je veux dire, qui est aussi une difficulté que peut rencontrer l'évitant, hein, le problème de réciprocité. Je rappelle quand même toujours, en revenant à la genèse de la construction d'une personnalité de ce type d'attachement-là, c'est que si il s'est mis, donc il a été figé à un moment donné, en se disant de toute façon, la question de la réciprocité, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas ce que je voudrais avoir du parent avec lequel j'ai une attache, en général c'est la maman. Je comprends que ça ne sert à rien de demander. Si je demande en même temps, je me suis vite aperçu que de toute façon la réponse serait pas adéquate. Et donc il ne s'agit pas ici de fustiger le parent, hein, parce que ces choses-là se font. Je crois que tous les parents essayent de faire au mieux avec ce qu'ils ont et ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est d'expliquer simplement, dans ce type d'interaction de départ, qu'est-ce qui se joue pour l'évitant. Donc, il lui-même comprend effectivement qu'il va devoir rester avec ses problèmes, avec ses besoins. Et donc, il apprend pour lui, finalement, que la réciprocité, ça n'a pas lieu d'être. C'est ça. Et donc, c'est important de comprendre la genèse de ça, parce qu'en général, il reproduit en même temps, hein, ce qui est toujours un paradoxe, il reproduit ce qu'il a reçu comme type d'interaction avec la personne d'attachement, de départ. Okay. Donc, pas de réciprocité. J'ai compris que les choses ne se passaient pas avec une réciprocité. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas pu apprendre et qui est maintenant chez moi un automatisme. Donc, si pour toi, la réciprocité, par exemple, c'est quelque chose de normal, pour l'évitant, ce n'est pas quelque chose de spécialement normal. Lui, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas qu'on attende quelque chose de lui. Il a l'habitude de résoudre ses problèmes lui-même, tout seul. Et il se dit, tiens, pourquoi est-ce que l'autre voudrait que, d'une certaine manière, je puisse répondre à ses besoins? Il ne comprend pas. Donc alors qu'on pourrait le voir comme souvent ce que j'entends... mais c'est une forme de handicap relationnel assez sévère, ça. Ils sont égoïstes, ils sont ceci, ils sont cela. Oui, mais il faut quand même expliquer que avant ça, c'est d'abord un process. Bien sûr, oui, il y a une genèse. C'est d'abord un automatisme. Et donc, si je n'ai pas appris à expérimenter ça durant mon enfance, mon adolescence, c'est-à-dire avec on parle ici d'une réciprocité avec une véritable connexion. Hein, on ne parle pas de rendre des services. Hein, je peux te rendre un service, mais tant que je ne suis pas impliqué, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire une fois que tu les fais sortir de leur rôle de prestataire de service dont tu as parlé dans ta précédente vidéo. Oui, c'est ça. Là, okay. Ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'en tant que prestataire de service, c'est très bien que tu me rappelles ça, parce qu'en tant que prestataire de service, ça veut dire que je choisis. J'ai l'espace pour choisir quand j'interviens, quand je donne. C'est pas un devoir. C'est pas du tout un devoir. C'est ça. Alors que de l'autre côté, là, ça devient presque une obligation. Okay. Et donc, ils se sont coincés, ils ne comprennent pas. Ok, je reçois, mais je comprends. S'il me donne, c'est qu'il a envie de me donner. Puisque moi, quand je donne, c'est parce que j'ai envie de donner. Voilà. C'est sur base d'une envie, en fait. Sur base d'une envie, mais en expliquant, en ayant en tête la genèse de l'histoire. Hein. C'est ça, tout à fait, oui, à partir de tous ces processus inconscients. Mais alors la question qui va nous tarauder ici, c'est à partir du moment où les évitants se retrouvent devant des partenaires plus assertifs qui, quelque part, sont plus exigeants et sont beaucoup plus dans une dynamique relationnelle où ils exigent une réciprocité et qui vont refuser, finalement, encore une fois, je me répète, d'être une poupée. Qu'est-ce qui va se passer? C'est là que les problèmes vont vraiment commencer. Donc soit je suis une poupée, soit j'ai des problèmes?
Donc, poupée, c'est peut-être là, c'est parce qu'il fallait que je trouve Parce que ton une exemple image, est extraordinaire, c'est-à-dire une que... image extrême, parce qu'effectivement, au bout Oui. d'un moment, quand on est déjà très loin dans quelque chose de chaotique, on en est réduit souvent à cette image de la poupée, Mhm. hein, dans une relation souvent entre un anxieux et un évitant. Parce qu'on n'a pas toujours été une poupée. Mhm. C'est quand même important de l'entendre. Et qu'au bout d'un moment, on est réduit au rôle de poupée, mais parce que justement, on est, pour l'évitant, beaucoup trop rentre-dedans, beaucoup trop confrontant. Il ne faut pas oublier qu'il y a le rapport au confort psychologique. Enfin, en fait, il perd tous ses moyens et tout ce qui fait qu'il peut se sentir bien dans la relation. Donc, au Mais bout d'un tu veux moment, dire par là, excuse-moi Arnaud de t'interrompre, ouais, je parle encore sous ton autorité, parce que les questions que je te pose, c'est quand même des hum. questions qui vont probablement intéresser beaucoup de gens. Finalement, ce confort psychologique ne pourrait exister qu'à partir du moment où tout va dans leur sens, c'est ça? Alors, tout dans leur sens, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à ce point-là, mais Mhm. disons que ça ne confrontera pas des paramètres importants dans leur manière de se projeter dans la vie. D'accord. C'est-à-dire, tant qu'on ne touche pas à la question de l'indépendance, tant qu'on ne touche pas à la question d'un certain confort psychologique, euh, il y a toute une série de choses entre qui restent possibles. Alors, excuse-moi ici, je veux un peu pousser la discussion plus loin pour un peu sortir des sentiers battus. Lorsque, par exemple, tu utilises la notion d'indépendance, alors moi ici, étant donné que j'ai un profil qui vient un peu plus du monde métaphysique et on va dire philosophique, l'idée des concepts et des structures m'intéresse beaucoup plus que uniquement l'individu. Mais lorsque tu parles ici de l'indépendance de l'évitant, peut-être que tu as déjà abordé, il me semble que tu as abordé le sujet dans tes précédentes vidéos, c'est une indépendance qui est difficilement conciliable avec la codépendance, puisque la codépendance, finalement, est une forme d'érosion, dans une certaine mesure, de l'indépendance des deux partenaires qui, quelque part, en se réunissant, Tout à fait. vont chercher à répondre à leurs besoins mutuels. Comment peut-on rendre compatible cette forme d'indépendance dont tu parles, donc qui est une forme d'indépendance qui refuse la codépendance, quelque part, avec l'idée de relation qui, d'une manière consubstantielle, implique une forme de codépendance. C'est-à-dire que tu nous parles de certains concepts très intéressants, mais donc on est dans des formes de contradiction et de paradoxes structurels ici, me semble-t-il. Alors, effectivement, si on parle d'une relation de couple classique, il faut revenir donc à la fonction première d'un couple, hein. On est là, c'est là pour en général répondre à des besoins émotionnels, relationnels, sexuels, physiologiques, etc., etc., hein. Et donc, on a décidé dans un couple, je dis bien classique, hein, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de formes de couples Oui. différentes, mais dans un truc plutôt, oui, classique, on va se retrouver où effectivement on sait que on est, entre guillemets, censé répondre aux besoins de l'autre, d'une certaine manière. Alors, d'une certaine manière, je dis bien. Je veux Mhm. dire, on ne sait pas répondre parfaitement aux besoins de l'autre, mais quand même, on est là l'un pour l'autre. Dans un couple, c'est ce qui est en général le cas. Alors, je dis ça vraiment parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de modèles de couple que le classique. Mhm. Toujours est-il que si on revient à ces fondements-là, hein, on pense encore que c'est la majorité des couples quand même qui sont plutôt qui viennent du classique en tout cas. Actuellement en tout cas, bon ça évoluera peut-être, mais pour l'instant c'est pas le cas. Euh, Évidemment que ça peut poser un problème. Ça peut poser un problème. Mais le problème, il faut le comprendre dans cette danse entre le fait qu'on soit activés tous les deux. C'est-à-dire aussi bien l'anxieux qui va être trop pressant, et aussi bien l'évitant qui se dit, mais moi, je ne peux pas supporter cette pression-là. Mais me Hein. semble-t-il que le problème ne se limiterait pas nécessairement, en tout cas de la manière dont on a parlé, je ne suis pas du tout certain, et encore une fois, je parle sous Mhm. ton contrôle, que ce dont tu viens de parler ne serait valide que pour la dynamique anxieux-évitant. C'est-à-dire que même si tu es face à un sécure qui est relativement sûr de lui et qui a quand même un certain nombre d'exigences dans la relation dont tu parles, classique, c'est ça? Après, on pourra peut-être définir ça. La relation classique, ce serait difficilement conciliable à partir du moment où il n'y a pas un travail qui est fait sur l'évitant, de prendre en considération finalement l'autre à partir de l'autre et non pas à partir uniquement du prisme de son indépendance, de son incapacité à répondre à certains besoins.
Parce que si on démarre de l'idée que cette indépendance, finalement, empêche, ou en tout cas est un frein à l'attachement, à partir du moment où répondre aux besoins de l'autre, comme tu l'as dit, n'est pas quelque chose de naturel pour l'évitant, ben, finalement, ce qui va rester, ce sont des relations où il ne peut pas y avoir de codépendance, parce qu'en fait, une codépendance activerait finalement l'évitant dans sa peur de perdre son indépendance, et étant donné qu'il est incapable de répondre aux besoins de l'autre, il faudrait une relation, finalement, où les besoins du partenaire ne seraient pas entre les mains de l'évitant pour que ça puisse fonctionner, si je ne m'abuse. Oui, sauf que quand on cherche un partenaire ou on trouve un partenaire, c'est quand même pour se dire, tiens, c'est la personne avec laquelle j'ai envie de partager quelque chose. Tout à fait. Donc, c'est pas, donc quand je dis répondre aux besoins, c'est d'abord à travers le prisme du partage. Tout à fait. J'ai envie de partager avec la personne, je ne dis pas, tiens, cette personne pourrait répondre à tel ou tel besoin. Mais au fond, j'ai envie de partager mes besoins relationnels, mes besoins sexuels, mes besoins, toutes sortes de besoins. Mais qui se met qui prennent la forme d'un partage au départ. J'ai envie de partager ma vie avec cette personne. Oui, mais en fait, je te fais cette remarque parce que, bon, toi, tu es psychologue clinicien, tu as beaucoup de casquettes. C'est parce que moi, dans mes analyses, je me rends compte, en fait, qu'aujourd'hui, sur cette question, qui m'a d'ailleurs beaucoup intéressé, on est toujours dans une perspective d'individualisation des problématiques. C'est-à-dire qu'en fait, on part du principe que quand une personne, c'est pas fonctionnel, ben c'est que c'est pas la bonne personne. Il y a juste une incompatibilité entre deux personnes. Comme si toutes les problématiques étaient perçues, analysées à travers le prisme de l'incompatibilité entre deux individus. Et l'idée d'intégrer ces notions que tu viens d'aborder, très justement d'ailleurs, qui pour moi sont plus de type structurel dans les incompatibilités, ne vient même plus à l'esprit des psychologues, en tout cas, peut-être pas toi, mais en tout cas d'autres psychologues que j'ai pu écouter sur la question. C'est finalement, ben, si tu n'es pas compatible avec cette personne, tu seras peut-être compatible avec la prochaine. Mais lorsque je t'entends ici, je ne vois pas, en fait, si tu veux, en quoi quelqu'un qui, dans une certaine mesure, réunit cette indépendance dont tu parles, cette indépendance qui n'est pas compatible avec la codépendance, qui est en fait une des propriétés essentielles de la relation saine. Une personne qui est dans une perspective d'hyper-indépendance, qui justement refuse la codépendance, en quoi c'est une question de compatibilité individuelle? Parce que ça, c'est pas compatible avec l'idée même d'une relation. Et donc ici, on serait au-delà d'un problème d'incompatibilité entre individus, on serait plutôt dans quelque chose qui structurellement serait difficilement conciliable avec l'idée de relation. Oui, donc c'est ça. En fait, tu fais bien de préciser la question de relation, parce que compatible avec une relation, parce qu'au fond, si on regarde la dimension purement fonctionnelle, la compatibilité peut à nouveau être mise à l'avant de la scène, hein, pour une raison simple. C'est que je peux toujours dire, tiens, au fond, qui accepterait de vivre, de me laisser vivre avec cette nécessité, ce besoin de confort psychologique, avec cette indépendance, avec tout ce qui va avec, dans une relation? Ben, c'est que tout simplement, la relation n'est plus réellement une relation, ça prend une autre forme, mais ça reste quand même un lien. Hein, donc je pourrais très bien me dire, tiens, mon partenaire me donne tout ce confort psychologique, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire avec la distance émotionnelle, avec toutes ces choses-là, et du coup, on n'est plus réellement dans quelque chose de chaud. Hein. On se rapproche, hein, on est déjà un passage de la relation au lien, on est entre les deux. Hein. Et donc toute la question, c'est est-ce que... Et c'est pour ça que c'est très important de revenir à soi. Au fond, on peut regarder le besoin de l'évitant, évidemment, et surtout si en plus on aime son partenaire, on a envie que les choses puissent se remettre en place. Mais au bout d'un moment, on doit aussi se dire, tiens, est-ce que je peux vivre, moi en tant que prétendant, est-ce que je peux vivre dans une relation qui, pour moi, hein, en tant qu'anxieux, par exemple, ou même en tant que sécure aussi, oui. Oui, est-ce que je peux l'avoir amputé de toutes ces dimensions-là qui sont importantes pour moi? Ou qui sont même importantes pour la relation, pas que pour moi. Mais qui sont importantes pour moi. Oui. Là, je réindividualise expressément pour dire en fait que peut-être que pour l'anxieux, c'est plus important que pour un sécure. Ça ne veut pas dire que pour le sécure, c'est moins important. Enfin, si tu dis à un sécure que ses besoins ne seront jamais pris en compte, qu'il n'y a pas de codépendance en relation, je pense que le sécure, contrairement à l'évitant, et par rapport à la première partie de l'émission où tu as parlé de dessin projectif, lui, théoriquement, s'il reste dans sa posture sécure, il ne serait pas intéressé par ça.
potentiellement, il pourrait ne pas être intéressé, être beaucoup plus au fait avec ses propres besoins, c'est-à-dire en se connectant directement à lui-même. C'est ça. Alors que l'anxieux, lui, tentera plutôt d'attirer toujours l'évitant qui sort du jeu, hein, en la poursuivant ou le poursuivant. Alors, Et alors que peut-être que ici, la personne qui a plus un profil sécure, se dit, tiens, moi, mes limites sont dépassées, c'est pas du tout ce que je cherche, et voilà, et sort du jeu. oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai écouté pas mal d'évitants parler justement de cette dynamique et j'ai remarqué qu'il y avait quand même deux catégories d'évitants. Tu en as parlé toi-même dans ton émission précédente, qui était très intéressante d'ailleurs. Je la recommande à tous les auditeurs. C'est l'idée finalement que s'ils ne font pas un travail sur eux-mêmes, en général, ils répètent certains schémas. C'est l'idée, en fait, si tu veux, que sans travail sur eux-mêmes, ils vont, dans une certaine mesure, se retrouver dans toujours des liens. Et ce que j'ai pu, moi, parce que je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup étudié le sujet, c'est comme si, à partir du moment où le schéma se répète, pour l'évitant, c'est toujours, c'est pas le bon partenaire, en fait. Le prochain, ce sera le bon. Mais sans jamais s'interroger sur la structure de départ qui fait que la personne n'est pas la bonne. Oui, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de questionnement personnel, en tout cas de conscience, ça je le dis de manière générale, je le vois aussi chez les évitants, de différenciation qui se fait entre le lien et la relation. Donc, pour eux, des fois, ils pensent vivre une relation, alors que l'autre te dira, mais non, c'est plutôt une sorte de lien. S'il fallait discriminer, dire, est-ce que je suis plutôt dans une relation, en regardant tous les paramètres de ce qu'est une relation, une véritable relation, et plutôt, est-ce que je serais plutôt pas dans un lien, en regardant aussi tous les paramètres qui composent ce lien, effectivement, que l'évitant, pour lui, il pense être souvent en relation alors qu'il est souvent en lien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de la compatibilité, il se dit, tiens, là, cette relation, elle n'était pas spécialement compatible avec moi. Compatible avec moi. Mais la réalité, c'est que souvent, le partenaire recherche une relation, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus connecté, alors que l'autre va chercher plutôt une sorte de lien avec un confort psychologique de qualité. C'est ça. Je ne me sens pas confronté, je ne me sens pas... voilà, on est dans autre chose. Donc des fois, c'est uniquement une manière de définir les choses qui... Voilà. Une petite anecdote que je vais quand même peut-être citer ici. Tu sais, je parlais à des gens qui avaient vraiment des problèmes type... Alors, je ne parle pas de l'évitant ici, on peut parler des pervers narcissiques ou d'autres formes de profils qui avaient vraiment de gros problèmes et qui, finalement, tombaient toujours dans ce piège de se dire « j'ai pas trouvé chaussure à mon pied ». Et c'est très intéressant parce que toutes les relations qu'ils avaient, finalement, ils disaient « je trouve pas chaussure à mon pied ». Et à un moment donné, je me rappelle d'avoir dit quelque chose à l'une de ces personnes qui l'avait fortement choqué. Je dis, mais est-ce que tu as déjà essayé éventuellement d'interroger la forme de ton pied? L'idée même que peut-être ton pied n'est structurellement pas, on va dire, à même d'aller dans une chaussure. Et tu sais, cet élément que tu as soulevé dans l'émission précédente, qui était l'idée de l'individualisation, pour moi, elle entraîne quand même quelque chose de relativement néfaste, qui est qu'on ne parle que de compatibilité avec soi, mais le soi n'est jamais interrogé. C'est-à-dire, en fait, finalement, moi, j'ai pas de problème, il faut juste que je trouve quelqu'un de compatible avec moi. Mais si à un moment donné, personne ne s'interroge sur le moi, et qu'on pense que c'est juste une question de compatibilité, on passe complètement à côté des problèmes de type structurel qu'on peut avoir. Et je parle ici même du dépendant affectif. Quelqu'un qui est fortement dépendant affectif, fortement anxieux, a aussi une forme de dysfonctionnalité de type insécure qui est problématique en relation. Mais si à un moment donné, ces choses-là ne sont pas interrogées, je vois mal comment est-ce qu'on peut juste parler de compatibilité entre individus. En tout cas, je passe sur cette petite parenthèse pour revenir à quelque chose que tu as dit qui me semble important. Et là, je vais un peu plus te pousser sur le fait de définir la différence entre un lien et une relation, si ça ne te dérange pas. J'ai déjà fait ce distinguo la dernière fois, de dire que le lien, il y a une certaine distance dans le lien, c'est-à-dire que je peux être en lien avec beaucoup de gens, mais en général, il n'y a pas forcément une implication émotionnelle importante. Donc c'est une forme de refus d'être dans un partage émotionnel, alors pour toi, le lien. Oui, donc, disons qu'il y a beaucoup moins, parce que ça serait
bon, il ne faudrait pas caricaturer les choses non plus, mais dans un lien émotionnel, je pense que j'avais pris l'exemple de certains collègues au travail, Tout à fait. avec qui on est véritablement en lien, c'est-à-dire respectueux, tout ce qui s'ensuit, mais on n'est pas impliqué émotionnellement. C'est ça. Hein. Alors que la relation, ça nécessite justement cette implication C'est cette dimension du vivant dont tu parlais. Oui, il y a cette dimension du vivant, parce qu'il y a une dimension, j'avais pris la dernière fois, je pense que j'avais dit que pour pouvoir se connecter à l'autre, Il faut être associé avec soi-même et pas dissocié. il faut être connecté à soi. Connecté à soi-même. Connecté à soi, effectivement. Et donc, évidemment, connecté à soi, ça va mal avec la dissociation. Hein, c'est l'inverse. Hein. C'est ça. Voilà. Donc pour toi, l'axe central de la scission entre le lien et la relation, c'est finalement l'implication émotionnelle dans la relation. Oui, c'est l'implication émotionnelle, c'est réellement, potentiellement se mettre en danger. Pour l'évitant, c'est ça. Quand je m'implique émotionnellement, je peux... Le danger ici, est-ce qu'il est lié à l'attachement? Oui, bien sûr, parce que je peux être rejeté. C'est ça. Alors que dans le lien, même si je suis rejeté, au pire des cas, de toute façon, ça ne fait pas grand-chose. Alors, une question qui me semble importante, Arnaud. Quand tu parles ici de sécurité, justement, les évitants, en tout cas dans tous les témoignages que j'ai pu voir et lire, mettent souvent en avant l'idée de sécurité émotionnelle. En quoi la sécurité émotionnelle s'enchevêtre dans cette sécurité dont tu parles, de cette peur dont tu parles et de cette dissociation? C'est-à-dire que comment tu enchevêtres ces éléments? Comment tu mets ces pièces du puzzle les uns avec les autres? La sécurité émotionnelle est là principalement pour protéger un type d'attachement. Sécurité émotionnelle, ça me permet d'être dans un certain confort psychologique. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour être dans ce confort psychologique? Donc, en général, je vais essayer de pouvoir contrôler la situation de manière à me mettre toujours en sécurité émotionnelle. Et je me protège, donc je prends le contrôle de la situation, alors pas pour malmener l'autre qui est en face de moi, pas du tout. Je prends le contrôle du temps, de la distance, etc., etc., mais pour pas me retrouver en inconfort. Si je suis happé par l'autre qui est, imaginons, dépendant affectif ou dans une moindre mesure légèrement anxieux, je peux me mettre à mal. Je peux me retrouver dans une situation très compliquée sur le plan psychique. Et donc du coup, cette sécurité émotionnelle a pour but principal de maintenir l'autre dans une juste distance, le maintenir dans une juste distance vis-à-vis de moi. De cette manière-là, c'est moi qui ferai le pas si je devais le faire. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, en fait, c'est que la sécurité émotionnelle, en tout cas les conditions pour que cette sécurité émotionnelle soit éventuellement présente, c'est que l'autre soit une poupée. C'est plus facile si l'autre est une poupée. C'est ça. C'est plus facile si l'autre est une poupée. D'accord. Ben écoute, je te remercie pour tous ces points qu'on a abordés. Je t'en prie.